à notre ami Jacques Malavieille, parce que le conférencier, c'est un collègue de Jacques, hein, qui monte de Montpellier. Deux ou trois choses, je voulais vous dire. Donc, la semaine prochaine, c'est l'Assemblée Générale qui se passera à la salle Jean Jaurès. Donc, je vous invite à venir nombreux, même si c'est des fois un peu fastidieux. Hein. Le 25 mars, on a un changement de conférence par rapport à ce qui était prévu. Hein. Donc, ça sera les métiers des poilus pendant la guerre 14-18. Voilà. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, je leur demande de le faire assez rapidement. Merci. Et si vous pouvez éteindre les portables, ça serait bien. Jacques, je te passe la parole. Merci. Tu vas faire une photo? Bon, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Loïc Ducarme, qui est en charge du géoparc Terre d'Hérault, qu'il va vous présenter. Alors je connais Loïc depuis pas mal de temps, enfin je l'ai connu il y a longtemps parce qu'il est passé par Montpellier, il est géologue, il a fait une grande partie de sa formation dans le laboratoire où je travaillais aussi. Entre-temps, il est parti à Paris faire sa vie, et puis il en a eu un peu assez de la grande ville, donc il a fait un master de médiation scientifique, et il s'est dit que comme il avait toujours été passionné par la culture scientifique et par la diffusion d'informations scientifiques, il y avait quelque chose à faire dans l'Hérault, donc il est revenu dans l'Hérault, parce qu'il aime bien aussi ce pays, évidemment. Il s'est installé à côté de Montpellier, pas très loin du lac du Salagou que vous avez sous les yeux ici, et il a travaillé d'abord en tant que chargé d'études, et maintenant il travaille pour le département de l'Hérault, pour la mise en place finale de ce fameux géoparc dont il va vous parler. Et l'idée, c'était d'obtenir le label UNESCO. Et c'était un dossier très compliqué, très long à construire. Il s'en est chargé. Ça a bien marché. Il va vous dire où ça en est. Alors, juste un petit mot avant de commencer. Alors là, la conférence va être filmée. Et Eric, que vous voyez là-haut, aux manettes, va faire une vidéo de la conférence qui sera visible sur KWZ TV, voilà la chaîne d'information lozérienne. Donc ça c'est bien, si vous avez dans votre entourage des gens qui n'ont pas pu assister à la conférence et qui le regrettent, ils pourront toujours voir la conférence en vidéo sur cette chaîne-là qui est accessible via Facebook ou via YouTube, voilà, pour ceux qui savent s'en servir. Voilà, je passe la parole à Loïc. Merci Jacques. Bonsoir tout le monde, je suis tout d'abord ravi d'être là et de vous voir si nombreux pour cette conférence. Je voudrais tout d'abord remercier le Centre d'études et de recherche de Mende et les deux Jacques du coup, qui me permettent de venir faire cette conférence. Comme on l'a mentionné, je suis géologue effectivement et aussi médiateur scientifique, ce qui, avec une double casquette, me permet un peu plus facilement de porter un projet qui est épais, qui est dont l'objectif est d'aller chercher le label Géoparc mondial UNESCO, qui est l'un des labels de l'UNESCO. Donc l'objectif de cette présentation est de vous parler bien sûr du Géoparc Terre d'Hérault, mais je vais aussi faire l'ancrage historique, parler des paysages, qui est aussi la première chose qu'on va observer quand on parle de géologie, l'histoire des paysages, l'attache au patrimoine naturel que nous avons dans nos sociétés. C'est un point très important pour penser aussi la patrimonialisation, penser le patrimoine naturel, qui est finalement un concept qui est assez récent, où on a considéré que la nature était un élément qu'on pouvait commencer à pouvoir sauvegarder, et ça date d'une cinquantaine d'années ou un peu plus. Et ensuite, ça va me permettre aussi de vous expliquer pourquoi on crée un géoparc sur des territoires, pourquoi c'est important aussi pour l'UNESCO, comment ça s'est créé d'un point de vue historique, son évolution au fil des dernières 25 dernières années à travers le monde de ces géoparcs mondiaux UNESCO. Et ensuite, on zoomera sur le géoparc Terre d'Hérault pour entrer un peu plus dans le détail de la géographie du géoparc, de la géologie bien sûr, vous présenter ce qu'on porte comme projet, et puis aussi mettre en perspective le projet. Voilà, c'est les éléments qui sont importants qu'on essaie de mettre en avant auprès du public, mais aussi les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on porte un projet de territoire. Donc j'espère que voilà, cette présentation-là va vous plaire au fil du temps. Alors je vais commencer. C'est la partie basse, je crois. Voilà, parfait. Je vais commencer par vous parler donc
du paysage et de cet ancrage qui est important de mentionner. Donc sur votre gauche, vous avez une représentation du mont Wu qui vient de Chine, qui date du 8e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une représentation qui est relativement vieille, une illustration où on va retrouver les éléments de nature qui sont présents à l'intérieur, des éléments humains également avec de l'habitat. On va retrouver bien sûr l'humain qui est au centre de ces éléments et sur lesquels on va avoir cette représentation qui est considérée comme une des premières représentations paysagères. Pardonnez-moi. Ah non, pardonnez-moi. Une des premières représentations paysagères qu'on peut avoir au niveau de la Chine. Et si on zoome sur la partie droite, ou que si on regarde celle qui est sur la partie droite, on a une autre représentation paysagère. On a quasiment un saut de 1000 ans entre les deux. Et là, on se rapproche des peintres flamands, où on a Peter Bruegel l'Ancien, qui représente ce qu'on appelle un paysage monde. Alors un paysage monde, c'est un paysage qui est un construit intellectuel, qui est une vision biblique de la fuite en Égypte, sur lequel on va retrouver les éléments qui composent dans l'imaginaire collectif un paysage, les montagnes, les rivières, mais également on va retrouver ici au premier plan l'humain et la fuite, effectivement, qui est représentée dans cette scène biblique. Si on continue à traverser sur quelques années plus tard, on a encore des représentations sur les peintres flamands, qui sont des représentations ici qui s'appelle le Dominicain, paysage fluvial avec le batelier et un pêcheur, qui représente une mise en scène de l'homme héroïque, de quelque sorte, l'homme qui est en train de traverser une rivière avec toujours ces éléments de construit, la végétation, on retrouve la nature, les montagnes, et on retrouve bien sûr le construit humain qui est présent, le château et les animaux qui sont associés. Et là, on va faire un petit saut de pas loin de 400 ans, et ici une image du géoparc Terre d'Hérault, une image qui est prise sur les hauts cantons du géoparc, sur un site qu'on appelle Sainte-Trope. Donc une photo, donc déjà on a une évolution du média qui est proposée entre la partie illustration, peinture et la partie photo, mais on a toujours ces mêmes éléments de représentation au sein d'un paysage. On a la nature qui est représentée avec sa végétation, le monde minéral qui est représenté avec les montagnes qu'on voit au fond ou les falaises qui sont présentes au fond, mais également la présence de l'homme qui est présente au sein de ce territoire-là, et c'est ces images-là qu'on continue à représenter quand on parle de paysage. Je parle de tout ça parce que du coup, c'est pour vous amener l'idée de pourquoi le paysage nous touche autant. Et à travers ces différentes images, à travers l'histoire des paysages-là, il y a toujours une relation au sensible au niveau des paysages. Si j'arrive à... Excusez-moi pour le petit temps de latence. Ah, ça y est. Alors, je suis allé trop vite, du coup. On revient en arrière, excusez-moi pour le petit temps de latence. Mais effectivement, cette représentation du sensible est importante parce que l'homme, à travers le temps, a toujours représenté le paysage à travers un construit. Alors, je vais essayer de ressauter sur la slide précédente, si ça veut bien. Voilà. Non, c'est parfait, c'est parfait. Il faut que j'appuie, c'est un pouce long qu'il faut que je fasse. Donc, c'est une question de timing. Bien sûr, on a cette attache à la sensibilité au paysage au travers de notre société, sinon on ne l'aurait pas représenté depuis des milliers d'années. Alors, quand je parle de notre société, je parle ici du monde. Dans son ensemble, on est parti de la Chine, on est venu jusqu'à l'Europe. Ici, encore une fois, le paysage du lac du Salagou, sur lequel ce sont des images qu'on représente, nous, au sein du géoparc, pour parler de paysage, pour parler de l'histoire de ces paysages-là, mais sur lequel on a aussi le construit humain, le terroir, la vigne qui est présente également ici. C'est le cas pour les images qui vont également suivre, dans lequel, si ça veut bien marcher. Ah, c'est peut-être de ce côté, c'est une question de distance, c'est très important. Parfait, ça ne me dérange en rien. Donc une autre image qui est ici le pic de Vissou, qui représente un paysage géologique, mais un paysage également où on a le construit humain, où on a également le terroir, on a des randonneurs qui sont également ici présents. Et une autre image qui est sur la vallée de l'Orbe, où on va représenter à nouveau ce paysage-là, ce paysage qui est présent, qui est une idée de ce que se fait l'homme, de ce qui est beau et de ce qui est censé être représenté. On va avoir le minéral, on va avoir la biodiversité, on va avoir les vignes qui sont également présentes et l'habitat. Et tout ça nous amène à nous poser la question, finalement, qu'est-ce qui définit un paysage? Et qu'est-ce qui définit un paysage à travers le temps? Et c'est Augustin Berg. Augustin Berg, c'est un sociologue
philosophe et géographe français qui travaille sur les paysages depuis de nombreuses années, qui continue à y travailler et qui le définit comme étant quelque chose de conscient, comme étant une construction collective qui permet justement de donner une dimension commune au paysage. Ce qui sous-entend que les paysages définissent nos sociétés et c'est les sociétés qui définissent les paysages. Mais c'est un vaste communicant à travers ce focus sensible que nous avons. Donc ça veut dire qu'on a différentes sociétés qui sont présentes à travers le monde et certaines sociétés sont plus sensibles au paysage. Et je vous les ai un peu représentées. Ce sont la Chine et ce sont l'Europe, ou l'Asie au sens large et l'Europe, qui sont définies comme étant des sociétés paysagères. Et cette notion de société paysagère, elle est définie à travers une représentation culturelle lointaine, une attache culturelle à ces paysages-là, un travail paysager. On a aussi le Japon, qui est un pays qui est très sensible également au paysage, qui travaille le paysage, qui jardine le paysage. Et cette idée de société paysagère, elle est fondamentale pour réfléchir le concept de patrimonialisation et réfléchir le concept de comment et pourquoi on va commencer à s'intéresser aux paysages et à pouvoir les protéger. Donc, on l'a vu, ces paysages-là, c'est une sensibilité au paysage qui va représenter le naturel, qui va représenter le paysage agricole, le paysage industriel, la ville, mais aussi le sensible, l'action humaine, on le représente à travers les tableaux, à travers les photos qui sont en art, et bien sûr l'humain qui est au centre de ces paysages-là. Donc on a un lien profond au sein de nos sociétés entre le paysage et la sensibilité à ces paysages-là qui nous permet de construire notre pensée et aussi notre avenir. Mais on amène sur une problématique, et que vous connaissez tous, c'est un peu cette dialectique du paysage avec nos sociétés humaines. On a toujours un pendant entre la protection de ces paysages-là et le développement. Alors le développement, je l'ai représenté de manière un peu caricaturale en montrant un élément de destruction. C'est un choix, bien sûr, que je fais là, en disant que le développement peut amener à la destruction de nos paysages, mais c'est pour montrer justement qu'on a un peu une dichotomie entre cette protection et ce développement qui sont longtemps restés et sur lesquels on ne s'est jamais posé de questions. Et cette idée justement de réfléchir à comment on arrive à joindre cette protection et ce développement est relativement récente. Elle est récente, on l'a dans le géoparc Terre d'Hérault, où nous avons des paysages qui sont absolument remarquables, qui sont protégés. On a des grands sites de France, en plus d'un géoparc qui s'est construit là, dont les grands sites sont un ancrage paysager. Son ancrage, on va protéger ces paysages-là. Donc on a toujours ce fameux pic de Vissou que je mets plusieurs fois parce que je l'apprécie fortement. On a le cirque de Navacelles qu'on retrouve en haut à droite. On a le cirque de Mourès qu'on retrouve en bas à gauche. Et on a également le cirque de l'Infernet. Ce sont des représentations paysagères sur lesquelles on a construit végétal, un impact humain sur certains d'entre eux parce qu'on a l'agriculture, parce qu'on a qui est présente, parce qu'on a aussi le pastoralisme qui a marqué ces paysages-là. Et donc derrière ces paysages-là, on a bien sûr le patrimoine naturel, culturel et matériel qui sont présents. Mais ce sont des paysages protégés. Mais au sein du géoparc, on a aussi des endroits où on poursuit le développement, où on a un travail où on est obligé d'aller chercher les éléments énergétiques, donc on les voit peut-être moins sur l'image, mais tout au fond, c'est un COS que nous avons, qui est le COS de Melas, sur lequel nous avons des éoliennes qui sont installées. On sait bien que les éoliennes peuvent poser problème au sein de nos sociétés, en tout cas questionnent sur où les installer, comment les installer, pourquoi les installer à certains endroits. On a aussi, bien sûr, l'extension des villes qui impacte et qui vient grignoter doucement ces paysages-là. Là, la ville de Montpellier qui a grignoté de manière exponentielle la garrigue qui est autour. Bien sûr, les axes routiers qui ont développé, qui ont découpé, qui ont segmenté les paysages avec les problématiques et les discussions qu'on peut avoir actuellement sur certaines nouvelles autoroutes. Et également la déforestation, l'arrachage des vignes, l'arrachage du terroir, l'arrachage d'un patrimoine qui est présent là pour souvent des besoins d'urbanisation ou en tout cas de développement à proprement dit. Et donc du coup, cette dialectique, entre protection, cette dichotomie entre protection et développement, en fait, elle est associée, elle a permis de développer finalement l'idée de patrimoine naturel. Et cette idée de patrimoine naturel, là, date des années 1960. Mais toutes les représentations que nous avions en amont, ce ne sont pas des représentations du patrimoine naturel. Ce qu'on représentait, c'était l'homme en action et la nature, le décor, le paysage qu'on voit en arrière-plan, et c'est simplement une mise en scène. Donc cette idée de patrimoine culturel, patrimoine immatériel, c'est quelque chose qui date du XVIIIe siècle, XIXe siècle, même un peu avant dans certains pays, alors que ce patrimoine naturel-là est tout à fait récent, il est 1960.
Donc on a aussi, et ça c'est Mikou qui nous le dit, c'est un autre auteur qui travaille sur la patrimonialisation, qui dit que cette patrimonialisation-là de la nature est aussi un rempart vis-à-vis du développement, vis-à-vis effectivement du changement climatique, de la disparition des espèces, de la destruction, et que cette idée de patrimonialiser, de protéger est un élément indispensable dans la construction de nos sociétés et pour penser le futur. Et de travailler un ensemble de lieux qui permettent de joindre le développement, mais également la protection. Donc plusieurs questions se posent de comment faire ça, comment conserver ces espaces naturels, comment, par rapport à la croissance économique, par rapport justement à la population qui se développe, comment incorporer cette beauté dans la vie moderne et pouvoir la garder, et garder cet accès aussi à ces lieux naturels. Et il y a certaines approches, alors j'ai mis innovantes, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment innovant, c'est quelque chose qu'on connaît depuis déjà de nombreuses années, en tout cas qui est né dans les années 70, cette approche de développement durable, de développer d'une manière intelligente nos territoires en prenant en compte l'ensemble des besoins locaux, des territoires, des populations, et réfléchir à certaines méthodes pour faire et pour essayer justement que les endroits développés puissent redevenir des endroits accessibles. On peut parler de réhabilitation des sites industriels par exemple, ou réfléchir à une planification urbaine intelligente, c'est-à-dire prendre en compte la végétalisation des sols, ce qui est un élément qui est en cours. Tout à l'heure par exemple sur le trajet, j'ai écouté sur France Culture tout le travail qui a été fait actuellement au niveau des écoles pour justement supprimer l'asphalte des écoles et justement revégétaliser ces lieux-là. Donc c'est aussi un moyen de réfléchir à la suite. Mais toutes ces approches-là ont un point en commun, c'est de réfléchir de manière holistique, c'est-à-dire de réfléchir en prenant en compte l'ensemble des paramètres qui sont présents sur un territoire. On ne peut pas réfléchir seulement à un besoin, à une nécessité, on est obligé de réfléchir aux différentes approches, parler avec les scientifiques, parler avec les politiques, parler avec les habitants, les associations locales, pour essayer de construire un territoire dans lequel on va pouvoir justement réfléchir à ce développement durable, ou en tout cas à ce développement, on pourrait dire intelligent, au sein des territoires. Et c'est justement ce que propose, ou qu'essaie de proposer, la dynamique des géoparcs mondiaux UNESCO, qui est la dynamique dans laquelle le géoparc Terre d'Hérault essaie de rentrer. Elle le propose sous différentes manières, pour essayer de justement travailler à l'éducation, travailler à la protection des patrimoines et travailler au développement également économique qui reste nécessaire avec l'évolution des populations, avec un monde qui avance. Il nous faut joindre effectivement ces trois pans, on va dire, du fonctionnement pour pouvoir travailler un développement de territoire. Ici, une autre photo du lac du Salagou sur lequel on va retrouver des éléments naturels, les roches rouges qui sont présentes, les roches noires qui sont au premier plan, qui sont du basalte là. Tout ça, ça montre des éléments naturels. On a le lac est un lac artificiel, donc dans ce paysage-là, on a aussi le construit humain qui est derrière, et on a surtout, dans ce paysage-là, une notion de temps qui s'inscrit, une notion de temps long, et de lecture de ce paysage à travers, on va y arriver, à travers la géologie. Et la géologie, quelque part, quand on la réfléchit, elle permet justement d'avoir une mémoire longue des paysages, de réfléchir aux processus qui ont permis de construire ces paysages à travers le temps, donc de pouvoir mieux les comprendre, mieux comprendre l'implantation de l'homme également sur les territoires. La géologie étant un socle commun, elle va donner des accès aux ressources, à l'eau, aux ressources minières, à différents éléments qui ont permis le développement et l'installation des différentes société. Donc c'est une notion qui est importante pour pouvoir essayer de la rendre accessible au public et pour pouvoir justement essayer de l'utiliser comme une mémoire de ces paysages-là et une mémoire de l'histoire de notre planète. Ici, un autre paysage sur lequel on va représenter toujours mon fameux pic de Vissou qui vous sert de repère dans les lieux. Mais c'est aussi un paysage qui est très important parce qu'on va retrouver les différents éléments dont on a parlé, la végétation, la partie géologie avec ses roches. On a aussi la construction humaine, les terroirs qui sont aussi présents là, mais on a cette dimension géologique qui nous permet ici quand on regarde ce paysage-là, on regarde du temps. On regarde du temps et on regarde pas loin de 400 millions d'années qui sont présents sous vos yeux, depuis les roches qu'on peut retrouver au niveau du pic de Vissou et qu'on va retrouver au pied du pic de Vissou. On va regarder l'évolution et les processus qui sont associés à ces paysages-là. On va aussi
voir l'évolution qui est relativement récente, qui va être l'érosion, la construction des dernières étapes durant les dernières centaines de milliers d'années de ces paysages, de ce paysage qui est présent là. On va avoir aussi l'histoire humaine qui vient s'implémenter dessus, avec une histoire humaine que vous ne voyez pas, mais c'est un lieu où on a les plus vieilles mines de cuivre d'Europe, qui s'appelle la mine du Pioche-Farus, sur lequel on a des installations autour de 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc on a aussi le lien géologie qui est présent ici avec le pourquoi de l'installation des hommes sur ce territoire-là. Et ensuite, on a l'évolution du patrimoine, on va dire, culturel relativement récent, qui va être la vigne et qui va être l'installation de l'homme sur ce territoire avec les constructions qui sont associées. Et donc, je vous parle de tout ça pour un peu zoomer sur différents concepts, pour vous montrer que déjà les concepts de géologie, de paysage sont essentiels, de compréhension de paysage sont essentiels pour pouvoir essayer de comprendre notre société, comment elle évolue et pouvoir aussi mieux la protéger, mieux penser le futur. Et je vais zoomer sur les concepts de géodiversité, de ce patrimoine, donc de ce géopatrimoine quand on va parler de géologie, et sur le concept de géoparc. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le patrimoine naturel était né dans les années 1960. Le terme de biodiversité est aussi très récent, il date de 1965, utilisé dans la littérature. Donc c'est quelque chose qui est très récent, donc c'est le pendant, on va dire, du monde biotique, donc du monde du vivant. Et dans les années 90, on a cherché un équivalent pour parler de géodiversité, parce que cette biodiversité, elle est bien installée sur un socle, et le socle a bien sûr un impact énorme sur cette biodiversité. Et donc on a cherché un équivalent à la biodiversité, qui est donc cette géodiversité, qui est le monde abiotique, donc le monde du minéral. Et à partir de cette recherche d'équivalent abiotique, on a commencé à développer les concepts de patrimoine géologique. Donc de considérer que la géologie est ce socle commun et qu'il faut le protéger pour justement pouvoir le valoriser et comprendre aussi l'évolution de nos sociétés. Donc ce concept de géopatrimoine va s'exprimer de deux manières. In situ, avec des géosites, avec des sites qui sont extérieurs. On a utilisé le terme de géotope, le terme en vogue c'est plutôt le terme de géosite. Et ensuite, on a des éléments qui sont des collections ex situ qu'on va retrouver dans les musées et qui vont permettre de valoriser ce géopatrimoine-là. Et ce géopatrimoine, au sein de la notion qu'on essaie de porter dans le géoparc et au sein des géoparcs mondiaux UNESCO, il y a 4 concepts qui vont venir s'y attacher. Un concept d'abord de conservation. On parle de pouvoir conserver ce patrimoine-là pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir le comprendre et permettre les études scientifiques dessus et réfléchir aussi à l'évolution et la compréhension du cycle de la Terre. On a aussi, bien sûr, l'élément qui est très important, c'est cette ouverture au public, donc cette promotion de ce patrimoine-là, pour le faire connaître, pour faire le faire connaître, c'est la meilleure manière, à travers l'éducation, de pouvoir sensibiliser et aussi de pouvoir le protéger. Finalement, c'est un peu un cercle vertueux. Mieux on connaît son patrimoine, mieux on connaît son importance, plus on se rend compte qu'il est sensible et plus on fait un effort pour essayer de le protéger, ou en tout cas, c'est des éléments qui fonctionnent relativement bien, pas pour tout, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt en vogue et qui marche plutôt bien. Et ensuite, on a aussi, bien sûr, le développement, l'idée de développement touristique, donc de ce pan économique, de pouvoir se dire, en fait, le tourisme est aussi essentiel sur un territoire, parce qu'il faut un développement économique, il faut un apport, et pour protéger, il faut des moyens financiers. Et quand on parle avec nos politiques, ce qu'ils veulent, eux, bien sûr, c'est ce développement économique au sein d'un territoire, malgré qu'ils soient aussi attachés à la conservation, à l'éducation, à ces différents éléments, il est important d'avoir ce tourisme-là. Tourisme en prenant en compte, bien sûr, la vulnérabilité qui est associée. Certains géoparcs qui étaient labellisés en Allemagne étaient des décors pour touristes. Ils ont perdu le label simplement parce qu'ils ne prenaient plus en compte justement ces éléments de conservation et d'éducation au sein des territoires. Et donc l'excellence de l'expression de ces 4 concepts permet de venir décrocher ce qu'on appelle le label des géoparcs mondiaux UNESCO. Mais je vous parle tout à l'heure depuis vous voyez, au moins quelques slides de géoparc, de géoconservation, de géoéducation, mais il faut-il encore définir ce que veut dire géo. Et quand on regarde un peu la littérature, ces géo a plusieurs définitions. On a la définition des sciences sociales, qui vient de Latour, sociologue français, décédé il y a peu. On a ces sciences sociales qui nous définissent avec ce terme de Gaïa, qui s'attache à géo, qui permet de réfléchir à un système monde en perpétuelle évolution, dans lequel on va prendre un ensemble complexe, un peu holistique, de géographie, d'écologie, d'économie, de développement des territoires.
Et on va avoir de l'autre côté cette définition qui est plutôt attachée aux sciences de la Terre, à la géologie on pourrait dire, qui est la définition qui vient du grec, du gé, qui définissait la Terre et qui désigne ce système de Terre comme un corps solide, qui est en perpétuelle également évolution avec ses composantes minérales, ses composantes abiotiques, et qui est en perpétuelle évolution et interaction avec les éléments qui le composent, la lithosphère, l'hydrosphère et tous ces éléments-là. Et finalement, au sein des géoparcs, si vous me suivez depuis le début avec cette notion de paysage, on essaie de faire ce lien justement entre ces deux entités, entre le Gaïa et le Gué. Le géoparc, c'est penser un territoire, penser à la conservation géologique, mais aussi penser au développement humain au sein de ces territoires-là, qui est un système complexe, en perpétuelle interaction, d'où l'importance aussi de développer des projets pour pouvoir porter ce type de concept, des projets qui parfois sont complexes, avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup d'échanges, mais qui sont indispensables pour réfléchir de manière un peu démocratique comment on pense à développer un territoire. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette notion de géodiversité. Elle est née dans les années 90, elle est née à Digne-les-Bains, au moment de la déclaration des droits de la Terre, ou la déclaration géologique des droits de la Terre, qui a été un gros groupement de scientifiques qui sont venus discuter justement de cette idée de patrimonialisation. Et l'un des articles que je trouve, en tout cas l'un des éléments qui est mentionné, que je trouve assez fantastique et que je vais vous lire, comme un vieil arbre garde la mémoire de la croissance et de sa vie dans son tronc, la Terre conserve la mémoire du passé. Une mémoire inscrite dans les profondeurs et sur la surface, dans les roches, les fossiles et les paysages, une mémoire qui peut être lue et traduite. Et c'est là l'essence propre de ce qu'est un géoparc, c'est essayer justement de comprendre cette mémoire de la Terre et de comprendre son évolution pour la transmettre et pour mieux nous comprendre nous-mêmes et l'évolution de nos sociétés. Et c'est maintenant que je vais un peu plus plonger au sein des géoparcs pour vous décrire un peu plus le géoparc Terre d'Hérault, son origine, essayer de vous décrire qu'est-ce qu'il y a au sein de l'UNESCO en dehors des géoparcs et où c'est que se situe le géoparc au sein de cette notion d'UNESCO. Et ensuite, on zoomera sur le géoparc Terre d'Hérault. Donc, au sein de l'UNESCO, nous avons trois grandes entités, trois grands labels, on pourrait dire, qui sont représentés. Celui qui est le patrimoine mondial de l'UNESCO, vous êtes sur un bien UNESCO en tant que CCVN, des collègues avec qui on travaille assez régulièrement, qui justement est attribué à des sites qui protègent la culture et qui ont une valeur universelle. On a aussi un grand nombre de bâtiments, on a les chemins de Saint-Jacques par exemple qui passent sur notre géoparc, qui sont aussi attachés à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. On a aussi un autre concept qui est le concept de biosphère, qui est moins développé en France, sur lequel on a une seule réserve de biosphère de mémoire, mais qui est beaucoup plus développé au niveau européen, au niveau international. Et ensuite, le dernier né un peu de l'UNESCO, qui date finalement de 2015, qui a été labellisé en 2015, mais après je vous ferai un peu l'historique, c'est justement les géoparcs mondiaux UNESCO, qui vont ici reconnaître des territoires qui ont un patrimoine géologique remarquable, de valeur internationale à proprement dit, et qui vont essayer de le valoriser avec une approche holistique à travers l'éducation, la recherche, le tourisme durable et l'implication des populations locales. Et donc ce dernier né-là, quelque part, en fait, il va parler de l'ensemble des patrimoines. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que la géologie est un peu le socle de tout. Quand on va parler géologie, on va pouvoir faire le lien avec un grand nombre de patrimoines, que ce soit le terroir, que ce soit le patrimoine bâti, que ce soit le patrimoine culturel. Et c'est là où le géoparc mondial est intéressant parce qu'il est assez englobant dans son approche. Donc, en quelques mots, pour une définition, on va dire assez UNESCO de ce qu'est un géoparc, donc c'est un label du programme international de l'UNESCO qui est attaché aux sections géosciences de l'UNESCO, et c'est un espace géographique qui est défini, un espace unique, donc une seule composante, ce n'est pas des petites portions, qui vont porter une géologie de valeur internationale, mais aussi une multitude de sites ou de géosites qui vont avoir différentes valeurs, qualités, que ce soit scientifique, que ce soit esthétique, que ce soit patrimonial. Et donc, on va à travers cette notion de géoparc mondial UNESCO avoir une vision holistique qui prend en compte les différents concepts que je vous ai mentionnés tout à l'heure, protection, éducation et développement durable, et aussi mettre en valeur l'ensemble des patrimoines qui sont présents, naturels, culturels et immatériels sur les territoires. Ici, nous avons une carte des géoparcs mondiaux, 229 géoparcs en 2026,
Et vous voyez qu'on a une répartition qui est très forte des géoparcs, qui est ici au niveau asiatique et au niveau européen. Et c'est justement là où la compréhension de cette notion de société paysagère est importante, parce que c'est elle qui a construit et qui a aidé au développement de cette patrimonialisation à travers la géodiversité, à travers les géoparcs, de s'implanter principalement dans le milieu asiatique et dans le milieu européen au fil des temps. En France, on a actuellement 9 géoparcs labellisés géoparcs mondiaux UNESCO, et nous on se situe quelque part là, près de Montpellier, en espérant être le 10e bientôt sur la carte. On est lancé pour l'instant sur la candidature qui a été déposée en 2024. On devrait avoir les réponses le 24 et le 25 avril de cette année. Donc on espère bientôt être labellisé. En tout cas, c'est en bonne voie. On a eu pour l'instant beaucoup de retours positifs avec les différentes étapes. Tout à l'heure, Jacques a mentionné le dossier de candidature. Pas loin de 4000 pages sur le dossier de candidature. Donc c'est un gros bébé pour aller chercher l'UNESCO. C'est un travail de fond. 50 pages, on va dire, accessibles au public. Et après, c'est beaucoup d'annexes, beaucoup d'éléments qui sont présents. Et un travail, bien sûr, avec des évaluateurs qui viennent sur un terrain, qui viennent pendant 3 jours, 5 jours sur un territoire pour voir la dynamique territoriale, pour rencontrer les acteurs et pour voir ce qui se passe sur ces territoires-là. C'est un label qu'on obtient pendant 4 ans. Et il est renouvelable chaque 4 ans, ce qui oblige à garder justement ces éléments et cette complémentarité entre la protection et le développement au sein des territoires. Ça oblige les politiques qui supportent cette dynamique-là à la renouveler régulièrement et être engagés, parce que 4 ans pour porter des projets, quand vous êtes sur un territoire relativement grand, c'est court. C'est court, il faut donc garder tous les acteurs engagés en permanence, et ce qui permet justement de continuer à développer le territoire de manière intelligente. Je vous ai parlé des géoparcs, et du coup je voulais vous montrer cette slide-là pour essayer de représenter un peu l'histoire des géoparcs à travers le temps. Donc on a cette notion de géodiversité qui naît dans les années 90 et qui va se concrétiser avec la déclaration des droits de la mémoire géologique de la Terre, dont je vous ai donné un extrait tout à l'heure en 1991. Quelques années plus tard, on a un congrès international à Beijing qui va apparaître en Chine et qui va aussi définir et accepter cette notion de géodiversité et de géopatrimoine, et qui vont permettre, à travers 2 tendances, donc, qui aussi fait le développement des géoparcs d'un point de vue géographique, comme vous l'avez vu, entre les géologues européens et les géologues chinois, qui vont porter, à travers des projets qui sont certes différents au début, une volonté de venir valoriser et patrimonialiser la géologie au sein des territoires. On a l'UNESCO et la section des sciences de la Terre de l'UNESCO qui est présente, bien sûr, depuis le début, mais qui refuse finalement l'acceptation du label au début, ou en tout cas de faire rentrer ces géoparcs au sein de l'UNESCO, pour une raison qui est relativement simple. Au début, on parle beaucoup de conservation. On parle beaucoup de conservation dans ces géoparcs-là, c'est porté par des géologues, c'est porté dans une idée de mettre un peu sous cloche, on va dire, les éléments patrimoniaux qui sont présents là, avec moins l'idée qui est portée par l'UNESCO, qui est se dire on construit ensemble avec une population locale, justement la valorisation du territoire. Malgré ce refus-là, les géoparcs UNESCO vont être créés autour de 2004, le réseau des géoparcs mondiaux UNESCO, et à partir de ce moment-là, les géoparcs vont faire leur vie, et c'est juste après de nombreux va-et-vient qu'à partir de 2015, les géoparcs mondiaux deviennent officiellement UNESCO. Et ce qui les a fait rentrer, c'est un peu ce changement de paradigme au fil du temps entre conservation et valorisation du territoire, développement des territoires, prise en compte de l'humain, de la culture, de l'identité des territoires et de ces éléments de l'éducation au sein des territoires pour justement parler du futur et pas simplement parler de géologie. Donc cette évolution-là, c'est l'évolution finalement naturelle, c'est ce qu'on voit dans un paysage. Quand on observe un paysage, on ne voit pas simplement de la géologie, on voit la culture de nos sociétés qui est présente à l'intérieur. Et maintenant, je vais zoomer un peu sur la cartographie du géoparc Terre d'Hérault, maintenant que je vous ai parlé des différents éléments et vous donner les grands concepts, pour vous définir un peu le territoire, parce que depuis tout à l'heure, on n'en est pas encore plongé, on va dire, sur le sujet. Donc, un projet qui finalement a été initié relativement tôt, mais qui est un projet qui a été initié par une association qui s'appelle l'association Demain la Terre, en 2015, donc au moment où les géoparcs deviennent UNESCO, le territoire s'y intéresse, mais l'ancrage territorial de cette idée de patrimonialisation chez nous est dans les années 90 également. Les géologues étant bien sûr dans cette dynamique
depuis longtemps. On a eu plusieurs essais pour essayer de se dire on va développer une protection au sein de notre territoire. Il a fallu qu'une association s'en empare pour justement lancer un peu cette dynamique-là et la préfigurer. C'est important cette association au démarrage parce que ça veut dire que c'est une petite association locale qui réfléchit à lancer l'idée d'aller chercher un label Géoparc mondial UNESCO. Ça veut dire que les choses se construisent de la base. Ce n'est pas une vision politique, c'est une vision de territoire. Et ça, c'est un élément important pour la suite. Après 6 ans de portage et de concertation, Demain la Terre se rend compte que le projet est titanesque. On a 111 communes qui sont impliquées dedans, on a un grand nombre d'acteurs. Donc qui commencent à chercher, avec une concertation territoriale, un acteur qui est en capacité de pouvoir porter justement le projet et pouvoir aller chercher le label Géoparc mondial UNESCO. Ce porteur-là, ça a été le conseil départemental de l'Hérault, auquel est actuellement rattaché le projet et sera rattaché, je pense, tout le long de la vie du projet. Le conseil départemental a l'avantage d'avoir aussi des moyens, une capacité de développement, un grand nombre d'acteurs avec qui il travaille également, et c'est le premier aussi porteur et financeur du développement territorial au sein d'un territoire. Donc ça permet, à partir de fin 2021, début 2022, d'ancrer ce projet au sein du département et de commencer à le structurer et de se dire on va vraiment aller chercher le label, poser un dossier de candidature et avancer sur le sujet. Le géoparc, alors, Mende est quelque part un peu vers le nord. Le géoparc se retrouve Terre d'Hérault et situé sur la partie nord de l'Hérault. On appelle ça plutôt les Hauts-Cantons. Certains appellent ça la RPI, je trouve ça très péjoratif alors que c'est un endroit absolument magnifique. Donc on parle bien sûr des Hauts-Cantons, du plateau du Larzac, mais on est plutôt sur la partie centrale, de l'Hérault, sachant que si vous connaissez un peu l'Hérault, on a une partie côtière qui est surdéveloppée, surtouristique, et qui malheureusement a loupé justement ce développement un peu durable, de se dire comment on réfléchit à une évolution intelligente au sein d'un territoire. L'avantage, c'est que le cœur d'Hérault et les Hauts-Cantons essayent de réfléchir différemment justement pour développer, le territoire. Donc si je zoome un peu, on se retrouve sur un territoire qui fait 2046 km², donc c'est quand même un tiers de l'Hérault, donc c'est vraiment une grande surface. C'est une surface moyenne au sein des géoparcs, mais qui est souvent beaucoup moins peuplée. On a des géoparcs en Suède qui font 40 000 km² dans lesquels ils ont 9 communes. Chez nous, on en a 111, donc ça veut dire 111 aussi acteurs avec qui échanger, 111 maires, beaucoup de structures qui sont présentes là, avec des grands sites, avec des portions qui sont couvertes par l'entente Cossé-Cévennes et autres. 114 000 habitants au dernier recensement et 8 intercommunalités. Donc ça veut dire qu'il y a un ancrage politique fort et beaucoup de gens à convaincre pour pouvoir faire avancer ce projet-là. C'est un grand territoire, mais c'est aussi un territoire très riche. Le territoire se situe donc en cœur du Languedoc. Ici, c'est une carte géologique qui est représentée. Peut-être que vous en avez déjà vu, je pense. Jacques a dû je pense, au fil du temps, vous présenter quelques cartes géologiques. Cette carte géologique qui représente le Grand Sud représente les différentes périodes géologiques qu'on peut avoir et les différentes typologies de roches qui y sont représentées avec les différentes couleurs. Donc c'est une carte géologique et également morphologique. On y voit du relief dessus, on y voit effectivement du volume. Et donc le géoparc se situe à l'ouest de Montpellier, sur un territoire, en zoomant un peu, qui se situe sur la partie nord, bien sûr, et qui va se retrouver un peu à la confluence des différentes couleurs qu'on peut avoir. Je voulais mentionner, ces différentes couleurs représentent des périodes géologiques. Donc, on va dire que notre géoparc se retrouve un peu à la confluence d'un grand nombre de couleurs, simplement parce qu'il se retrouve aussi à la confluence de grandes structures géologiques qui sont présentes sur les territoires. Vous l'avez vu sur la partie nord, on a le Massif central. Et l'extension du Massif central, c'est ce qu'on appelle la montagne noire, qui va se retrouver sur la partie ouest du territoire. On se retrouve également le territoire de l'Hérault au nord des Pyrénées, les Pyrénées qui se sont formées et qui ont eu un énorme impact sur notre territoire. On se situe également pas très loin du golfe du Lion, de la Méditerranée. L'ouverture de cette Méditerranée-là a eu aussi un impact sur notre territoire, particulièrement sur la partie est. Et on se retrouve à l'ouest des Alpes qui en se formant ont entraîné le soulèvement du Massif central et donc sont venus impacter notre territoire. Donc le territoire du géoparc se retrouve à la confluence géologique de grands événements depuis des centaines de millions d'années qui sont venus impacter le territoire, qui a permis d'enregistrer des processus géologiques nombreux et variés et qui permettent, si on le zoome encore une fois,
d'avoir une carte géologique très colorée. Alors, à droite, vous avez les couleurs qui correspondent aux périodes géologiques. Ce n'est pas l'idée de les retenir, mais c'est pour vous montrer une palette. Et vous avez également les différents types de roches qui sont représentés, avec des roches qu'on dit magmatiques, des roches qu'on dit métamorphiques suivant leur origine, et des roches et des séries sédimentaires. Et cette palette de couleurs-là permet d'avoir une grande diversité géologique, et c'est ce qui fait la richesse de notre candidature. Cette géologie, elle est mise en valeur à travers les petits points rouges que vous voyez, qui sont les sites géologiques qu'on met en valeur au sein du territoire. Ces sites géologiques-là sont au nombre de 80, donc c'est riche pour un territoire. Et les sites que vous voyez qui sont en gris sont des sites de valeur internationale. C'est ici la porte d'entrée pour nous au sein de l'UNESCO. L'UNESCO, ça valorise des territoires remarquables, des territoires qui ont une valeur géologique internationale. Et en fait, on a la chance d'avoir un territoire très riche de sites de valeur internationale. C'est pas pour rien qu'on a une école de géologie montpelliéraine qui est là depuis quasiment 2 siècles. C'est pas pour rien qu'on a un grand nombre aussi de géologues qui ont travaillé sur le territoire et qu'on a une très grande connaissance de notre territoire parce qu'on se retrouve à la confluence de grands processus géologiques qui ont marqué l'histoire de notre planète et qui vont pouvoir être lus au sein de notre territoire. Et je vais me permettre de zoomer encore sur les 3 petits points gris qui sont entourés de noir, qui font partie de ces 11 sites de valeur internationale, mais qui sont ce qu'on appelle des stratotypes. Alors pour le dire simplement, des stratotypes, c'est l'endroit où on va mesurer le changement de ces âges géologiques, de ces périodes géologiques. Alors les périodes géologiques peuvent être découpées en sous-périodes, il y a un âge géologique, et partout sur la planète où on va avoir un changement de ces périodes-là, il va falloir avoir un endroit remarquable sur la planète où on va avoir les processus sédimentaires, la paléontologie qui est présente, donc les fossiles qui nous permettent justement de lire cette transition-là. Et en fait, on en a 3 sur le territoire. Pour vous montrer sur le sud de la France, enfin sur le Grand Sud, on en a 7 en France. Donc c'est une concentration absolument exceptionnelle sur un territoire qui correspond à la transition entre les périodes qu'on appelle le Dévonien et le Carbonifère, qui sont la fin de ces périodes-là. Donc c'est ça qu'on vient proposer à l'UNESCO et qui nous permet aussi d'avoir la porte d'entrée, qui est un fil conducteur, un fil rouge, qui parle de 540 millions d'années d'histoire géologique. Alors on parle en continu, c'est pas en continu au sens temporel jour par jour, hein. C'est plutôt en continu au sens où on va recouper l'ensemble de ces périodes géologiques depuis 540 millions d'années, donc depuis le Cambrien qui est une période qui correspond à l'explosion de la vie dans les océans planétaires, jusqu'à l'actuel, jusqu'aux processus les plus récents, et jusqu'à même un volcanisme qui est issu du Massif central, qui est venu impacter le territoire il y a entre 2,5 millions d'années et 600 000 ans environ. Et ce fil conducteur-là, il est important parce que qui dit diversité géologique, dit diversité des paysages, vous l'avez vu, mais qui dit diversité aussi des cultures, des approches, des développements. Vivre au bord de la mer ou vivre sur des côtes ou vivre en montagne, ce n'est pas du tout même approche culturelle, ce n'est pas du tout les mêmes développements au sein des territoires, d'un point de vue agriculture, d'un point de vue mode de vie. Et tout ça, ça fait une richesse qu'on essaie de porter justement auprès de l'UNESCO. Alors, cette évolution, je vous la représente pour montrer une échelle des temps géologiques. Donc, on représente majoritairement dans cette échelle des temps géologiques des grandes ères, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque, sachant que le zoïque correspond à la vie. Donc, le paléozoïque, la vie ancienne, le mésozoïque, la vie du centre ou du milieu, et le cénozoïque, qui est la vie nouvelle. Ces grandes ères-là qui correspondent à un découpage de l'explosion de la vie, depuis l'explosion de la vie il y a 540 millions d'années jusqu'à l'actuelle, est ensuite découpée en périodes. Cette période-là, qui est la plus connue dans la pop culture, c'est le Jurassique. Ce Jurassique-là parle à beaucoup de gens, mais on a aussi plein de périodes qui correspondent chaque fois à des évolutions des événements et à l'évolution de la vie, à l'évolution des processus géologiques sur le territoire, et qui sont, pour le cas du géoparc Terre d'Hérault, chaque fois exprimés avec aussi un paysage différent, un accès à des ressources différentes, et un découpage aussi de la lecture de l'évolution des processus géologiques et de l'histoire de la Terre, depuis des fonds océaniques jusqu'à la création de grandes chaînes de montagnes, comme la chaîne hercynienne, sur lesquelles on est sur des reliquats également en Lozère, avec l'évolution tardive de cette chaîne de montagnes-là qui a donné des grands bassins, comme celui du Salagou, sur lequel on va retrouver ces terres rouges, bassins aussi qui ont donné du charbon et qui ont permis d'avoir aussi sur le territoire du géoparc des mines de charbon qui sont présentes. Et ensuite, l'histoire aussi d'un océan qui s'est formé, le grand océan Tétis, qui va impacter plutôt la partie nord de notre territoire, mais qui correspond à la fermeture
Ensuite, des Alpes, là on va retrouver des calcaires, on va retrouver toute une diversité de roches, jusqu'à l'évolution actuelle, la formation des Pyrénées, et ensuite l'ouverture du golfe du Lion, qui vont venir façonner notre territoire. Pour vous le montrer en carte et de manière un peu plus schématique, cette carte-là représente ce qu'on appelle vulgairement des unités lithotectoniques. Alors, c'est pas joli comme nom, mais qu'est-ce que ça veut dire ces unités lithotectoniques? Ça veut dire qu'on essaie de joindre l'histoire tectonique, l'histoire de l'évolution de notre planète, à la stratigraphie qui est associée, à la lithologie qui est associée. Donc ça nous permet, de cette manière, de venir simplifier la lecture de notre territoire, simplifier pour montrer les grands éléments géologiques qui sont présents, qui vont être la montagne noire, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est l'extension du massif central sur notre territoire, qui parle d'un très vieux sédiments qui se sont déposés dans l'océan et de la formation d'une grande chaîne de montagnes qui est la chaîne hercynienne. Ensuite, je voulais parler de la formation de ces grands bassins qui sont représentés là, ces bassins du Paléozoïque, avec le bassin qui est sur la partie nord, qui est un bassin à charbon. On va retrouver les charbons de Graisse-Sac et l'impact qu'il va y avoir. Et ensuite, le bassin qu'on va avoir, qui est celui du bassin de l'Odève, les pélites rouges, celui du Salagou, qui va avoir aussi un impact paysager très important. Ensuite, on a ces grands ensembles bleus qui sont représentés sur la carte, mais qui sont aussi en partie liés à ceux qui sont en vert, qui représentent grosso modo l'ensemble des calcaires que nous avons sur notre territoire, calcaires qui sont déposés au fond de l'océan avant d'être remis en surface. Et ensuite, on va avoir les histoires récentes, l'impact des Pyrénées qui va venir déformer et impacter l'est du territoire à travers une grande structure qui est présente là, qui est la faille des Cévennes qui vient s'implémenter dans les Cévennes. Et ensuite, l'impact qui va avoir l'ouverture du golfe du Lion et la formation de la plaine de l'Hérault. Et le petit chapelet que vous voyez dessus en bleu, ça correspond au volcanisme qui est présent sur le territoire. Donc tout ça pour vous donner la palette d'éléments qu'on peut avoir de manière relativement rapide et pour vous dire qu'on a une diversité qui est absolument exceptionnelle. Mais comme je l'ai mentionné, qui dit diversité paysagère, dit diversité aussi culturelle. Et tout le travail du géoparc là, c'est de venir justement faire le lien entre l'humain et la pierre. Donc quand on va parler de géologie, c'est aussi la raison de parler de tout le reste. Donc on va parler bien sûr de patrimoine bâti vernaculaire, on va parler de vin, on va parler d'archéologie, on va parler de savoir-faire, mais on va parler aussi d'identité présente sur les territoires, on va parler du jeu de tambourin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un jeu de balle qui est développé sur le territoire de l'Hérault, mais pas que, qu'on retrouve aussi en Italie et à d'autres endroits. On a aussi des animaux totémiques qui sont associés à des fêtes de village. Donc on a tout un pan culturel qui va être développé et qui est en lien, ou en tout cas on peut lier, à cette diversité géologique et donc à cette géodiversité et à ces paysages. Et donc je vais maintenant plonger un peu plus au sein du géoparc, maintenant que vous avez un contexte géographique, vous avez les concepts. Donc je vais vous montrer comment on essaie de le structurer, vous montrer quelques exemples d'actions que nous essayons de mener au sein du géoparc. Donc on va retrouver les éléments UNESCO. Bien sûr, on va retrouver l'axe 3 qui va être la géoconservation avec connaître, préserver et valoriser les géosites. Donc c'est toutes des actions qu'on va mener pour préserver ces entités-là. La partie éducative qui va être l'axe 4 qui est très 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 important. La partie développement du territoire avec le développement touristique. La partie communication et valorisation. Et la partie coordination qui n'est pas des moindres, qui est justement mettre en musique l'ensemble de ces thématiques qui sont présentes sur le territoire. Nous avons 73 acteurs engagés au sein du territoire, nous avons 43 médiateurs, beaucoup de structures associatives, les collectivités qui sont aussi représentées, des musées et autres, qu'on essaie de faire travailler autour du géoparc pour valoriser justement l'ensemble du patrimoine. Notre travail de fond, c'est venir labelliser ce qui existe déjà. Le géoparc Terre d'Hérault ne vient pas créer de nouvelles choses, on crée de nouvelles choses, mais on vient surtout valoriser ce qui est déjà présent, en ayant un territoire extrêmement riche, une longue histoire qui est présente sur notre territoire, beaucoup de structures associatives, des grands sites et autres qui sont déjà en action. Et l'idée, c'est de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble sous l'égide de ce géoparc mondial UNESCO, on l'espère bientôt. Et donc, bon, cette slide qui n'est pas obligatoirement la plus magnifique que je vais vous montrer durant cette présentation, mais c'est pour vous montrer un peu le principe de fonctionnement, où on essaie justement d'avoir une vision plutôt ascendante du fonctionnement. On va essayer de partir de la base. Quand on construit un géoparc, on a parlé tout à l'heure de partir de la construction du projet qui est Demain la Terre, qui est une association. Mais nous, on continue à travailler de cette manière-là. On travaille d'abord avec le territoire, avec des assises territoriales. On essaie de travailler avec les populations, avec les habitants pour connaître et comprendre leurs besoins.
On a des commissions qui sont associées à des thématiques, qui nous permettent, suivant les thématiques, de pouvoir travailler avec les partenaires qui sont engagés, comprendre leurs besoins, essayer de mettre en musique ces éléments-là, qui correspondent à un pôle participatif, qu'on essaie d'être le plus large possible, avec des représentants citoyens lorsque c'est possible. On a ensuite un pôle opérationnel qui va faire fonctionner le géoparc, avec bien sûr un conseil scientifique de prospective, dont Jacques fait partie sur le territoire, qui va donner les orientations de prospective, de réflexion, et qui va participer bien sûr à la valorisation scientifique et au caractère de qualité scientifique qu'on peut avoir sur le territoire. Et ensuite, on a un comité territorial qui est plutôt associé aux élus, qui permet de valider les actions qu'on essaie de monter. Et c'est un peu un vase communicant qu'on essaie d'avoir, donc un fonctionnement le plus ascendant possible. Et bien sûr, on a aussi du fonctionnement des fois qui est descendant sur les territoires, sachant que les politiques veulent aussi engager certaines démarches. L'idée est de pouvoir, dans tous les cas, faire coopérer tout le monde au maximum. Donc, une multitude de partenaires qui est présent, avec des acteurs sur le territoire qui sont désireux de s'engager dans la démarche. On travaille avec beaucoup d'associations, que ce soit des professionnels, que ce soit des vignerons, que ce soit des artisans, que ce soit des producteurs. On essaie de travailler avec tous les gens qui ont envie de s'engager auprès de nous. Ça fait déjà pas mal d'acteurs et pas mal d'acteurs à mobiliser et à articuler. Et on essaie bien sûr de leur donner ces notions justement de développement territoriaux, ces notions patrimoniales, et de pouvoir justement mettre en place un maximum d'événements avec eux pour essayer de valoriser leur travail et faire de la promotion sur le territoire. Et cette promotion et cette valorisation passent par beaucoup de choses. Je vais vous présenter simplement quelques exemples. Tout d'abord, une signalétique qui est présente sur le territoire. La signalétique, c'est bien sûr la promotion, faire connaître aux citoyens qu'on est au sein d'un géoparc. Et l'idée de mettre des panneaux vient plutôt d'une idée politique qui, moi, me semblait au début questionnable presque, mais au final, on se rend compte que poser un panneau géoparc vient questionner la population, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir pour parler géoparc. On a pu rencontrer des associations comme ça, on a pu présenter la démarche et les faire rentrer dans la dynamique. On a bien sûr nos panneaux qui sont présents, qui sont les panneaux on va dire d'entrée de site sur lesquels on va présenter la démarche géoparc, on va présenter l'histoire géologique, on va expliquer ce site-là. On a des panneaux sportifs aussi qui correspondent aux activités de pleine nature, les débuts de randonnée. Et on a tout un pan, bien sûr, des réseaux sociaux qui sont présents, où on crée des capsules vidéo de nos partenaires. On met vraiment en valeur leur action sur les territoires pour essayer de promouvoir au maximum, que ce soit des géologues, que ce soit des vignerons, que ce soit des producteurs d'oignons ou différents partenaires qu'on peut avoir. L'idée est de pouvoir valoriser tout le monde et justement montrer que le travail qu'ils font est qualitatif sur le territoire. Cette promotion-là passe bien sûr par ces panneaux-là que je vous ai déjà montrés, mais bien sûr par une mise en place de signalétique d'interprétation sur les différents géosites lorsque l'on peut. Ici, on est sur un géosite qu'on appelle le mont Baudil, sur lequel on a un panorama qui est relativement gigantesque, et on a ces petits panneaux-là qui permettent au fur et à mesure de comprendre et d'avoir une lecture de paysage la plus intégrée possible, où on va toucher bien sûr la géologie, mais aussi le terroir, la construction de ce paysage-là au fil du temps. L'autre pan qui est important dans les géoparcs, c'est la partie conservation. Alors je vais zoomer simplement sur un lieu qui est important au sein de notre territoire parce que c'est un lieu qui a une valeur internationale, qui fait partie de ces sites de valeur internationale qu'on appelle la dalle de la Lieude. Alors cette dalle-là, c'est une dalle paléontologique. Cette dalle paléontologique-là, on y retrouve plus de 1000 traces d'espèces qui datent de cette période-là. On parle du Permien, donc c'est une période qui est datée autour de 270 millions d'années pour cette dalle-là. Les dinosaures n'existaient pas, hein, ils sont venus une cinquantaine de millions d'années plus tard, donc on parle de reptiles, on parle de créatures qu'on appelle les thérapsidés, qui sont les lointains ancêtres des mammifères, ou qui ont donné des branches des mammifères. Et le travail du géoparc ici, ça a été de pouvoir revaloriser ce lieu. Ce lieu-là a été découvert en 1965. Une association a beaucoup travaillé sur ce lieu-là, ils ont construit d'ailleurs le hangar, le grillage pour pouvoir le protéger. Mais ça faisait une dizaine d'années que l'association n'était plus active, que le lieu était en train de se délabrer. Et en 2023, on a racheté intégralement le lieu pour justement relancer des études sur ce lieu-là, retravailler à sa préservation et à sa conservation. On a refait le chenot parce qu'on avait des gouttières, on a nettoyé intégralement la dalle, plus de 4 mètres cubes de matériel qui était dessus. Donc il a fallu enlever pour justement faire cette étude scientifique. Vous avez quelques photos là du scientifique qui travaille dessus, qui est un spécialiste des traces
des créatures de cette période-là, qui s'appelle Jean-David Moreau, avec qui travaille pour Paris-Saclay, avec qui on a collaboré pour nettoyer cette dalle-là et pouvoir faire des nouveaux relevés. On a les premiers résultats de ces études-là. Donc ici, ce sont des résultats de modélisation. L'objectif était de faire un modèle 3D très fin de la dalle pour pouvoir justement la valoriser, mais aussi la conserver, parce que cette dalle-là n'avait jamais été conservée. Il y a eu des moules faits par les universitaires à l'époque qui sont perdus un peu dans les sous-bassements des universités ou qui ont été brisés. Ou voilà. Donc l'objectif était de pouvoir modéliser entièrement ce lieu-là. On a vraiment un maillage qui est très très fin, et pouvoir réobserver l'ensemble des traces et pouvoir travailler ensuite à la réidentification de ces traces qui ont été contestées. Alors le monde scientifique, on a des découvertes, on a des contre-découvertes, on a toujours du va-et-vient un peu dans la connaissance. Et notre objectif est de pouvoir montrer que les espèces qui ont été découvertes sur ce lieu-là, 4 nouvelles espèces à partir des traces de pas, on appelle ça des igno-espèces, ce sont des espèces qu'on arrive à identifier à partir des traces de pas, on va essayer de valider leur existence avec cette nouvelle étude. Donc là, c'est le Mérifont, essayez de bien le prononcer, Mérifont tignus, qui est présent sur la dalle, qui correspond à un nom. On est sur la commune de Mérifont, donc c'est une nouvelle espèce qui a été découverte sur cette dalle-là. Donc on voit les traces de pas et les parcours qui sont présents. Et ici, on a une modélisation 3D de ces traces-là qui permet vraiment de travailler de manière très fine. On appelle ça des holotypes, donc ce sont le pied et la main de cet animal-là, qui sont les traces qui permettent de comprendre que c'est une nouvelle espèce. On compare ça avec une base de données gigantesque pour essayer de zoomer, de se dire est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on connaît ou pas. Et pour le cas là, pour l'instant, on est plutôt encore sur une nouvelle espèce. L'étude est en cours, on aura tous les résultats scientifiques en 2027-2028. Mais pour vous parler aussi d'un autre projet sur la conservation, ça c'est une découverte qui a été faite sur le plateau du Larzac, qui est un projet qui est mené avec le musée de l'Odève, qui a d'ailleurs fait une magnifique exposition dernièrement sur les espèces imaginaires où est représenté ce crocodile. Donc c'est un crocodile qui a été découvert dans des calcaires, dans des schistes laminés qui datent du Jurassique. Un crocodilien qui est quand même un beau bébé, on parle d'un bébé de 5 mètres, qui était un crocodile marin. Et ce crocodile marin-là, on a travaillé, nous, avec le Géoparc, plutôt à une aide financière dans ce cas-là, pour pouvoir l'extraire, pour pouvoir le restaurer et pour pouvoir le présenter au sein du musée. Donc ça, ce sont quelques exemples autour de la conservation qu'on met en place. Et on a donc une carte géologique, alors excusez-moi, les éléments sont encore en anglais, je n'avais pas noté, mais on a une carte finalement du territoire qui est relativement large. On a pas loin de 58 géosites qui sont présents là. On est en train au fur et à mesure de découvrir et de valoriser de nouveaux géosites. Et l'objectif de cette conservation-là, c'est aussi la découverte, c'est aussi l'éducation, et donc de pouvoir créer au sein du Géoparc des parcours pour les habitants, pour venir parler de ces sites-là, pour pouvoir les valoriser. Et on a différentes thématiques qui sont abordées en fonction des géosites, que ce soit la géologie à proprement dit, des points de vue sur la lecture de paysages. Tout à l'heure, je vous ai montré quelques éléments d'interprétation qu'on peut avoir, mais on va parler aussi de biodiversité, avec les espaces naturels sensibles que nous avons au sein du Géoparc, et également tout l'aspect culturel des musées, que ce soit les musées de l'Odève, qui est plutôt un grand musée, mais on a aussi le musée de l'histoire de la mine, le musée des lampes, on a pas mal d'associations qui travaillent, et l'objectif c'est justement les promouvoir et travailler avec eux, pouvoir les financer, pouvoir les aider d'un point de vue technique à la conservation au sein de ces différents lieux-là. Et l'une des dernières axes, et qui n'est pas des moindres au sein de l'UNESCO, ça va être comment maintenant on travaille aussi sur l'espace éducatif. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait 73 partenaires sur le territoire. On a aussi 43 médiateurs. 43 médiateurs qui sont formés, donc formés à parler de la géologie, formés à parler du Géoparc, et qui sont des professionnels, qui sont des amateurs associatifs ou qui appartiennent à des structures publiques, qui travaillent avec nous pour justement pouvoir parler de géologie sur le territoire, pouvoir faire le lien. L'objectif est parler que de géologie, mais d'utiliser la géologie pour faire le lien dans leur activité quotidienne avec le patrimoine qu'ils présentent, que ce soit la biodiversité. On a des guides conférenciers qui vont parler du bâti, mais on va pouvoir faire le lien avec la construction du bâti, avec l'utilisation des pierres dans les bâtiments, avec les carrières qui sont associées d'extraction. Donc voilà, tout un groupuscule, tout un groupe de géomédiateurs pour pouvoir travailler sur le territoire et pour pouvoir travailler avec le public et justement transmettre la connaissance qui est présente sur le territoire.
Des actions éducatives, pour vous en donner quelques exemples, on a porté des actions éducatives au niveau des scolaires cette année, avec des concours et des animations scolaires, avec 2 concours. Un pour les écoles primaires qui sont associées à la géologie, Raconte-moi ton caillou. L'idée était de faire découvrir aux écoles primaires la géologie locale et qui puissent par eux-mêmes essayer de raconter la géologie sur leur territoire. On a eu des choses assez incroyables avec des podcasts qui ont été créés pour expliquer à travers un monde imaginaire la construction de la géologie du territoire. L'autre partie du concours qui était associée était plus autour du collège. C'était autour de la thématique de l'eau et du cycle de l'eau et essayer que les collégiens travaillent à la valorisation à travers une BD de ce cycle de l'eau-là. On a bien sûr un travail aussi avec les universitaires. Quand on parle de territoire, quand on parle de développement, le travail avec les universités sont importants, que ce soit sur l'université de géosciences, mais également sur l'université de sciences qui promeut la partie médiation sur le territoire, donc avec la création de livrets découvertes autour du patrimoine qui est présent sur certaines randonnées sur le territoire, qui servent de base de données pour le géoparc. Un catalogue éducatif également, qui permet de faire le lien entre les actions éducatives, les médiateurs et également les structures qui les portent, pour permettre aux scolaires de pouvoir aller sur le terrain et de pouvoir aller chercher justement les partenaires qui peuvent les aider à faire des sorties. Et on a les parties commissions de médiation, qui sont ces taxes qu'on structure, et les stands qu'on essaie de faire régulièrement à travers les foires, à travers les différents événements qui sont portés sur le territoire. Donc une multitude d'actions éducatives qui permet de transmettre la géologie et de faire connaître aussi le géoparc sur le territoire. Et finalement un axe final qui est le géotourisme, qui est le tourisme défini par l'UNESCO et par la conférence d'Arouca en 2011, qui a eu lieu au Portugal, est considéré comme un tourisme scientifique. Alors, tourisme scientifique fait peur, mais c'est l'idée, au niveau touristique, de pouvoir avoir un tourisme au sein des géoparcs qui est un tourisme durable, un tourisme vert, mais un tourisme surtout qui permet d'apprendre et de comprendre ce qui est présent au sein d'un territoire. C'est surtout ça l'objectif du tourisme au sein d'un géoparc. Donc, on forme aussi les acteurs touristiques. On a beaucoup d'interventions de terrain pour essayer de travailler par exemple avec des vignerons pour mieux comprendre les terroirs qui sont présents, que ce soit à travers notre conseil scientifique ou à travers des actions qu'on mène nous-mêmes ou à travers des géomédiateurs. L'idée est de pouvoir justement utiliser le tourisme pour faire connaître et pour surtout générer de l'économie et du développement au sein de ce territoire-là. Et ça passe par l'organisation d'une multitude d'événementiels qu'on appelle des géo-événements. Vous avez noté qu'on mettait des géos partout pour que ça rentre dans notre cadre géoparc et qu'on puisse promouvoir un peu tout. Et donc, l'idée de ces géo-événements-là, c'est pouvoir travailler sur l'ensemble des patrimoines, le patrimoine géologique, mais aussi la valorisation des différents patrimoines naturels, culturels, immatériels. L'année dernière, on a eu 150 événements portés au sein du géoparc. Ça commence à devenir relativement important. On espère en avoir 200, 220 cette année. Donc au fur et à mesure, en fait, la dynamique prend et se développe au sein du territoire. Et bien sûr, l'une des entrées, on parle d'un territoire vert, on parle d'un territoire où on a beaucoup de chemins de randonnée. Je pense que même la France, dans son entièreté, est assez équipée en termes de terrain de randonnée. Et on a développé au sein du géoparc la notion de géorandonnée qui permet de créer des parcours particuliers à travers des petites randonnées, à travers parfois des portions de grandes randonnées. Une découverte géologique et des découvertes patrimoniales. On a donc tous les panneaux qui sont présents au début des randonnées qui passent aux couleurs du géoparc. On va parler de ce qu'on va découvrir, de faire le lien avec la géologie, avec cette dynamique-là, et des petits livrets qui sont également associés pour faire découvrir au public ces géorandonnées. Et tout ça fait un écosystème, au final. Un écosystème, les géoparcs, c'est un immense réseau depuis l'échelle locale, vous l'avez vu, qu'on essaie de constituer sur le territoire. C'est aussi un réseau français, national, avec 9 géoparcs, avec qui on travaille déjà. On a 3 programmes scolaires qui sont en cours de développement inter-géoparcs pour montrer que les territoires ne sont pas isolés et pour pouvoir valoriser et faire découvrir les uns aux autres au niveau que ce soit des collèges ou que ce soit au niveau des écoles primaires, aux jeunes, la diversité qui peut exister en France. On travaille aussi au niveau régionaux, donc au niveau des géoparcs européens, et ensuite au niveau des géoparcs mondiaux. Je vous parle de ce réseau-là qui est important parce que quand on parle du développement d'un territoire, quand on parle de penser le futur et qu'on essaie de faire un développement durable, un développement un peu intelligent sur un territoire, on se sent parfois seul. On a l'impression qu'on est en train de batailler face à des moulins à vent, et en fait faire partie d'un réseau, c'est se rendre compte
qu'il y a pas mal de gens qui travaillent à cette dynamique-là, il y a pas mal de gens qui sont impliqués à travers le monde sur cette dynamique-là, pour avoir discuté sur des conférences internationales avec des Japonais, avec des Brésiliens, avec des Portugais européens, avec des Allemands, peu importe les nationalités, on a des géoparcs en Afrique qui sont en train de se développer. On se rend compte qu'il y a une tendance générale à se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent changer, qu'on a des territoires démocratiques, un peu plus démocratiques, qui peuvent se développer, qu'il y a une dynamique collective, et ça permet surtout aussi de passer les frontières et de montrer que les différences ont une richesse, et ne sont pas justement, on va dire sur nos tendances actuelles, considérées comme justement le contraire d'une richesse, pour le dire gentiment. Et donc ce réseau-là est une grande importance pour pouvoir aussi apprendre des méthodes, apprendre les uns des autres, et échanger. On espère à un moment pouvoir faire des échanges avec des géoparcs mexicains avec qui on travaille par exemple, peut-être avec des scolaires. Alors voyager c'est peut-être compliqué, mais en tout cas pouvoir mettre en visio des classes qui parlent de leur géologie locale. On a les roches aussi du Permien qu'on retrouve rouges au Mexique. Donc voilà, c'est tout un réseau qui est important pour nous. Et le géoparc, j'ai essayé de vous le montrer durant cette présentation également, c'est un territoire vivant, un territoire, on va dire, qui essaie d'être au mieux démocratique, où on essaie de valoriser l'ensemble des dynamiques qui sont présentes, essayer de valoriser les différents acteurs sur les différents aspects et thématiques que j'ai abordés durant la présentation. On parle bien sûr de terroir, on va parler de nourriture, on a des restaurateurs qui sont engagés, mais c'est l'idée de créer un territoire vivant, un peu un laboratoire vivant, où on va venir expérimenter des nouvelles méthodes éducatives, des nouvelles méthodes de pouvoir faire le lien entre science et société, qui est un élément très important. On a l'université de géosciences qui est impliquée dedans, qui a de plus envie de venir au contact des citoyens, de montrer qu'il y a de la recherche active, de montrer qu'ils sont engagés au sein des projets. On finit des fois la tête dans les étoiles, mais parler de l'univers, ça aussi ramène à notre dynamique de petite échelle, et relativiser aussi l'humain, l'histoire de l'humain à travers l'histoire du temps. Donc voilà, un territoire vivant, un territoire démocratique, un territoire qui se vit et qui se découvre par lui-même. Et je finirai cet exposé sur cette magnifique photo que je vous avais vue en introduction, qui est Sainte-Trope, qui est un magnifique lieu. Et je vous laisserai également sur ces quelques mots en vous disant qu'un géoparc, c'est un territoire qui se raconte à lui-même, qu'un paysage se contemple, mais c'est aussi un livre ouvert sur l'histoire de notre planète et sur l'histoire de l'humanité face à ses propres choix. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce très bel exposé. Alors je suppose qu'il y a des questions dans la salle, non? Lancez-vous. Oui. Jacques. Merci. Excusez-moi. Simplement pour savoir si Jean-David Moreau va poursuivre les recherches dans ce territoire. Parce qu'il vient souvent faire des conférences à Lozère. Puisqu'il est d'ici, d'accord, on aura la chance de le voir, de l'entendre. Oui, j'espère que vous avez tous remarqué que dans son exposé, où il met vraiment bien en valeur les relations qu'il y a entre la géologie, la morphologie, les paysages et aussi l'habitation, tout ce qui va avec, quoi, la culture, les ressources, etc. Il y a beaucoup d'analogies dans la carte géologique que vous avez vue avec ce que je vous avais montré sur la Lozère. En Lozère aussi, on a 540 millions d'années, même peut-être un peu plus par endroit, d'évolution qu'on peut retrouver avec quasiment les mêmes événements. Donc c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, je vous conseille d'aller vous balader aussi dans l'Hérault et d'aller voir un peu une partie de tous ces géosites. Rien que sur cette vue-là, vous avez une image fantastique géologique et morphologique qui est assez unique. Et moi, j'avais une question sur une de tes premières vues, celle de la répartition mondiale des géoparcs. Et alors c'est assez choquant, c'est assez marquant de voir que tu as effectivement la Chine, l'Europe,
Et aux États-Unis, il ne se passe absolument rien. Il y en a un peu en Amérique du Sud. Alors aux États-Unis, ils ont des parcs naturels fantastiques, mais effectivement, c'est des parcs naturels où il n'y a que de la nature. Il n'y a pas du tout de tout ce qu'on retrouve en France. Et je trouve que l'intérêt de ces géoparcs, c'est justement de mettre en valeur tout ce patrimoine qui est associé à la géologie, enfin à toute cette histoire-là, quoi. Voilà, donc ce n'était pas vraiment une question, c'est un constat. Donc, Si je peux rajouter sur ces éléments-là, le pourquoi les États-Unis ne sont pas dedans, parce que dans le construit de l'approche paysagère, et dans cette notion de société paysagère, il y a aussi l'ancrage historique associé au paysage. Et les États-Unis, c'est une terre coloniale, c'est une terre qui a détruit quelque part en fait l'ancrage à sa propre culture. En venant, ce sont des Européens qui ont colonisé. Et donc du coup, ça ne rentre pas dans ce cadre-là de cette notion de construit paysager, donc on n'y retrouve pas ces éléments-là. Et puis c'est une approche différente. Les États-Unis ne cultivent pas leur territoire, ne cultivent pas leur paysage. C'est une approche qu'ils appellent de nature sauvage. Donc ils vont laisser effectivement la nature reprendre ses droits. Et alors, c'est un avantage parce que comme dans les parcs naturels américains, on a une faune qui est absolument incroyable, mais il n'y a pas de construit humain et surtout, ils se donnent le droit de pouvoir transformer la législation s'il y a des besoins industriels majeurs qui vont se mettre dedans, ce qui est moins le cas en Europe avec toutes les dynamiques qui sont présentes pour essayer de protéger les territoires. Oui, je voulais vous demander quelle grande différence vous pouvez voir entre, mettons, Géoparc, qui est habité, et le parc national des Cévennes, qui est aussi habité. Bon, vous allez me dire que vous vous appuyez sur la géologie, d'accord, mais vous n'allez pas modifier tellement les roches qui existent, vous n'allez pas les embellir ni les démolir. Bon, sur des endroits où il y a des mines, etc., vous pouvez intervenir, mais le parc national des Cévennes fait un peu pareil, hein. Alors, je suis d'accord que les approches sont assez similaires avec les parcs naturels régionaux. On en a deux sur notre territoire où un parc national porte un peu les mêmes dynamiques et on a les mêmes portes d'entrée qui sont présentes. La différence, c'est que la porte d'entrée est la géologie et qu'au sein de la géologie, on promeut l'ensemble du patrimoine qui est présent là-dessus. On réfléchit aussi différemment l'approche, on réfléchit aussi différemment les perspectives d'attache qu'on peut avoir d'un point de vue problématique sociétale, parce que du coup la géologie permet d'avoir un œil nouveau et on donne surtout une dimension internationale à ce qui est qu'une dimension nationale. Et cette dimension internationale-là, elle est importante parce qu'elle permet déjà de valoriser d'un point de vue beaucoup plus large de ce qu'est Géoparc, et le concept qui est derrière est aussi un concept de montrer les différences à l'échelle internationale, qu'elles sont une richesse et pas justement l'opposé d'une richesse, pour le dire gentiment. Donc c'est aussi la différence avec les PNR, où on porte un peu les mêmes dynamiques, et c'est vrai qu'on se recoupe dessus, mais cette échelle internationale ajoute un plus. Elle ajoute un plus, et le PNR travaille moins aussi sur l'aspect touristique et développement du tourisme sur les territoires, ce qui est un peu plus ancré au sein des géoparcs. Voilà, il y a quelques nuances dessus. C'est bien que vous faites cette remarque-là, parce que le parc nationaux ou les PNR, et en France, il y a, sur les 9 géoparcs, c'est 8 PNR qui portent les géoparcs au sein de leur structure. Donc en fait, les deux sont très complémentaires, clairement. Là, avec certaines nuances, quoi. Je commence par là, et puis après toi. Moi, je voudrais savoir si ça va représenter des contraintes au point de vue de l'agriculture. Parce qu'actuellement, à Lozère, on assiste à une dégradation des paysages rocheux. Et je voudrais savoir si ce type de géoparc interviendra. Bien sûr, je suppose qu'il interviendra dans son... mais bon... Pour répondre en partie à la question, le géoparc n'impose aucune contrainte sur les territoires. Il est là pour labelliser et valoriser ce qui est présent. Donc on travaille avec le monde agricole. On essaie plutôt de les aider à se développer sur les territoires et essayer de protéger. J'ai un exemple d'un producteur d'oignons qui est présent sur la partie des Hauts-Cantons
sur le coin de Cessenon-sur-Orbe, dans lequel on va s'enfoncer dans le vieux granit, qui est le granit du Mendic, et il travaille sur un vieux fond de vallée sur lequel il a fait un travail de restauration incroyable. Il a eu des inondations, et en fait on l'aide à développer ce qu'on appelle un ORE, c'est-à-dire une comment on dit ça, responsabilité environnementale. Alors je ne me rappelle plus le haut ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est essayer de créer de sanctuariser cette zone-là, parce que lui, c'est un agriculteur en biodiversité. Donc l'idée de pouvoir l'aider à développer justement cette protection locale pour qu'il puisse continuer à travailler en biodiversité, que si demain il y a un changement de propriétaire, ben, le propriétaire il ait l'obligation pendant 99 ans, un peu comme un baux qu'on faisait à l'époque, pendant 99 ans, de pouvoir continuer à travailler en biodiversité. Donc voilà, il y a ces éléments qu'on essaie de travailler avec les agriculteurs, et après surtout ce qu'on essaie de faire, c'est les promouvoir. Donc ça veut dire leur donner de la visibilité, pouvoir en faire des géopartenaires, pouvoir faire des parcours avec les différents géosites qui sont présents, ou autour de ces géosites-là, on présente les acteurs qui sont présents, donc essayer de leur donner justement, de créer une dynamique autour de leur activité sur le territoire. Et après, on ne travaille pas en dehors du territoire du géoparc, donc ouais. C'est difficile après de parler du territoire lozérien, mais... Question de gros sous. Ça coûte quoi d'essayer d'obtenir le label Géoparc? Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire avec un label Géoparc. Alors, aller chercher le label, ça coûte surtout beaucoup de temps et d'énergie. À une petite équipe, nous on est 3, donc c'est 3 ETP, 3 personnes qui travaillent dessus à temps plein, plus les quelques services du département, bien sûr, et des directions du département qui sont engagées. On a vu des panneaux routiers, donc on a des routes, on travaille avec les sports, on travaille avec pas mal de structures locales. Et après, ça coûte dès le moment où on veut développer de la signalétique, on a toujours des budgets qui sont associés. Donc c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il faut vouloir engager pour pouvoir développer un géoparc sur un territoire. Un panneau, ça peut coûter cher. Après, on internalise, nous, beaucoup de choses au sein du département pour pouvoir essayer de faire les plus grandes économies possibles, surtout dans cette temps difficile, je pense, pour pas mal de départements français. Donc voilà. Après, j'ai pas de budget à proprement dit. Ça va dépendre aussi des communications qui sont associées. Plus on a de communication, les coûts de communication sont relativement élevés, mais ça se chiffre clairement à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les territoires. Surtout quand on développe comme nous à partir de rien, quand on est sur une structure par exemple PNR, j'imagine que c'est plus facile aussi de réattribuer du monde qui travaille au sein d'un PNR pour pouvoir travailler sur le géoparc, bien qu'il y ait des équipes dédiées. Et surtout au sein d'un PNR, il y a déjà de la signalétique, il y a déjà pas mal d'éléments aussi qui sont associés aux différents sites qu'on va essayer de promouvoir d'un aspect avec une entrée géologique dedans. Sur notre territoire, il y avait déjà des éléments développés, mais on est parti sur un développement de coordination à grande échelle. Donc oui, il y a un budget non négligeable qui est engagé sur le sujet. Après, j'aurais tendance à dire qu'on travaille pour l'avenir également. Donc voilà, je dirais que parler d'éducation, parler de conservation sur un territoire, c'est quelque chose qui semble essentiel pour réfléchir aussi la suite. Donc voilà, c'est un budget qui est bien utilisé, je dirais, par rapport à pas mal de budgets qui peuvent être utilisés d'autres manières. Moi, je voudrais dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs couches? Parce que vous parlez des géoparcs, on parle des parcs nationaux ou régionaux, et en dessous, il y a encore les zones classées Natura 2000. Est-ce que ça ne fait pas trop de couches? Alors c'est une très bonne question. Je vous dirais même qu'il y a même les grands sites de France qui sont associés à ça. Donc sur le territoire, je ne vous ai pas montré les cartes, mais on a 5 labels qui sont déjà présents. Les PNR, les grands sites, on a les Natura 2000, on a les ENS, donc les espaces naturels sensibles départementaux qui sont aussi associés. Donc l'idée est de ne pas perdre le public quand on parle de ça et de ne pas perdre les habitants. Et chaque élément qui est porté est un élément complémentaire. On essaie au sein du géoparc, et je crois qu'on commence à bien y arriver, à mettre tout sous l'action du géoparc pour pouvoir justement porter à travers cette vision UNESCO la coordination de l'ensemble des actions. L'objectif n'est pas d'effacer les autres, bien au contraire, c'est plutôt valoriser, mais avoir une seule entité qui essaie d'être mise en valeur. En tout cas, c'est un objectif qu'on essaie de porter pour le prochain plan d'action.
à ce moment-là pour essayer justement de coordonner, que ce soit sur les aspects touristiques, sur les aspects valorisation à grande échelle ou conservation, se dire que quand il se passe une action, on est toujours un peu présent. Ce matin, avant de venir ici, j'étais sur un PSN-les-Mines, qui est un village sur lequel il y a un travail patrimonial qui est en cours, qui est porté par un acteur déjà du territoire, mais qui vient nous voir aussi pour parler coordination. Parce que l'idée est, in fine, sur un grand territoire, de pouvoir permettre à un habitant de parcourir et de traverser effectivement le territoire pour pouvoir le découvrir avec aussi les mêmes éléments de langage. Et donc, permettre de faire des liens entre toutes ces structures est un peu la base de ce qu'on essaie de faire en termes de coordination. Donc, trop de couches, oui, si on laisse les couches. Si on décide d'avoir une même parole, en fait, il n'y a qu'une seule chose qu'on met en avant auprès du public, et l'idée, c'est de transmettre. Donc, de ne pas brouiller les pistes. Donc, c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en place. Vous avez le micro aussi. Vous insistez assez fortement sur le mot médiation. Qu'est-ce que vous entendez par médiation dans ce débat, je dirais, un peu public? Vous écrivez par ailleurs, c'était votre dernière planche, le vivant est démocratique. Et là, vous parlez médiation. Alors, la médiation alors, quand je parle de médiation, la médiation, effectivement, prend en compte les échanges qu'on peut avoir sur un territoire. Mais mes dernières études, comme l'a mentionné Jacques, étaient de la médiation scientifique. Dans la médiation scientifique, c'est un peu comme de la vulgarisation. La vulgarisation s'apprête à pouvoir être au contact du public, au sein d'un musée, au sein d'un parcours pédagogique, pour pouvoir justement essayer de faire comprendre au public les aspects patrimoniaux qu'il voit, scientifiques, biodiversité, etc. Et l'aspect de médiation scientifique va incorporer de comment on pense structurer la manière dont on va transmettre au public. Et cet aspect de médiation scientifique, je me suis rendu compte en prenant la tête du projet, parce qu'au début, sur le projet, je portais que l'axe médiation-éducation. Donc j'ai coordonné les actions de médiation, j'ai construit tout cet axe au début du projet, mais je me suis rendu compte que la capacité à médier et à transmettre, elle ne s'adresse pas qu'au public. Sur un territoire, j'ai des scientifiques avec qui parler, j'ai des habitants, j'ai des vignerons, j'ai des scientifiques, j'ai des élus de différentes natures qui sont présents là, et la capacité à pouvoir s'adapter à un type de public avec un élément de langage qui est associé, c'est de la médiation. Donc c'est une manière de pouvoir porter le message et d'utiliser les éléments de langage qui permettent de convaincre. Et c'est ça que je parle de médiation à ce moment-là. Et donc médier la nature, c'est la capacité à faire comprendre l'importance de la nature et la prise en compte dans les décisions qui sont à prendre sur un territoire. Je réponds à votre question ou... Voilà. Alors moi je suis un peu perdu. On vient de parler de couches, mais en plus j'étais très intéressé par cette conférence et parce que je pensais que j'allais peut-être découvrir quelque chose. C'est le cas. J'ai découvert que ma maison était dans ce territoire, mais j'ai découvert aujourd'hui donc que j'étais dans un géoparc. Mais il existe ce géoparc ou il est en cours de construction? Non, si je dis ça, c'est parce que on a parlé donc d'espaces, disons, divers, les différents parcs, les espaces naturels sensibles, etc. Mais il y a aussi des structures. Et j'ai été 3 fois visité par le conservatoire des espaces naturels, qui est venu chez moi, avec notre autorisation, aménager 3 mares pour le Pélobate cultripède, qui a réquisitionné un terrain qu'on leur a prêté pour le GECO, qui est venu faire des analyses de terrain pour le vignoble. Mais je découvre aujourd'hui que je suis donc dans un géoparc et ils ne m'ont jamais, ces gens-là, parlé de géoparc. Alors je ne sais pas si on va avoir encore des visites, si on va avoir encore des intervenants qui vont faire un tas de choses. Et ça va dire pourquoi. Nous, ça ne pose pas de problème. Ça n'a jamais posé aucun problème. Et ma conclusion, je suis un peu plus perdu que je l'imaginais.
votre question est quelque part plus une remarque qu'une question. Alors, je vais vous donner une statistique simplement, qui est celle qui vient du géoparc de Haute-Provence, qui est le plus vieux géoparc français, qui a été construit dans les années 2000. Et au bout d'une quinzaine d'années au sein du géoparc, 17 ans de géoparc, ils ont fait une statistique pour essayer de voir quelle est la population qui comprenait qu'ils étaient au sein d'un géoparc. Et la conclusion était qu'il y avait une vingtaine de % de la population qui était au courant qu'ils vivaient au sein des géoparcs. Donc quand on réfléchit développement territoriaux, quand on réfléchit évolution sur un territoire, surtout sur un territoire qui est très peuplé, ça prend du temps de développer, ça prend du temps de venir au contact de tout le monde, ça prend du temps de pouvoir mettre les choses en place et convaincre de la démarche. Et donc du coup, on ne peut pas voir tous les projets, on ne peut pas voir tout le monde, et c'est la limite aussi et les difficultés qu'on peut avoir sur un territoire dès le moment où on développe un tel projet. Donc je n'étais pas au courant des différents éléments que vous avez mentionnés, on pourra en rediscuter après coup si vous avez besoin qu'on passe pour pouvoir discuter de ces éléments-là. Mais voilà, c'est effectivement le développement d'un projet de cette ampleur-là, il est, pour prendre d'autres exemples, on s'est déplacé dans des associations pour venir parler au même titre qu'ici du géoparc, et les gens nous ont dit c'est bien, vous avez fait un géoparc, mais nous on n'est pas au courant, vous n'êtes pas venus nous discuter. Et je suis d'accord, mais on a 114 000 habitants qui sont présents sur un territoire. Donc en fait, l'interface avec qui on échange, c'est l'interface des gens qui viennent nous communiquer directement, sachant que, comme vous avez mentionné, c'est une équipe de 3 qui travaille pour développer, peut-être en jour 4. Mais c'est la difficulté aussi qu'on a à pouvoir justement déployer un tel projet, sachant que ça fait 4 ans qu'on déploie un tel projet. Les prochaines étapes pour nous de 2027 et pour la suite vont être de pouvoir faire des assises territoriales, de pouvoir aller plus au contact des populations, qui va être le plan d'action qu'on va mettre, pour essayer justement de pallier et de venir au plus toucher et faire connaître quelle est la démarche et comment elle peut être utile sur le territoire. Mais je suis d'accord que ce sont les limites d'un projet ici. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, vous parliez en même temps de développement, de lieux touristiques, mais quand c'est des paysages ordinaires, soit mémoriels ou autres, des cultures, qu'est-ce qu'il en est? Ça va, c'est dommage. La question est très bonne, et c'est un élément en plus que je voulais aborder durant la présentation, mais il a fallu pas que je me limite, mais bon, j'ai fait des choix, on va dire, pour pouvoir discuter, et c'est la question justement de qu'est-ce qu'on choisit comme paysage à mettre en valeur. Et en fait, c'est une question de concept de structuration de nos sociétés qui aiment le beau. Alors je ne dis pas que l'ordinaire n'est pas beau, mais dans le beau, il y a le splendide, il y a le côté waouh qu'on met en permanence en avant au sein des territoires. Et c'est comme ça qu'on construit une démarche qui permet d'être attractive, qui permet d'avoir des éléments qui ont pignon sur rue, parce que ça va attirer le public, et c'est même tellement attractif que c'est difficile de pouvoir sortir de ce cadre-là. Nous, sur le territoire, on a des grands sites. Vous avez vu le Salagou, c'est un grand site de France, qui accueille pas loin de 450 000 visiteurs par an. Notre objectif est justement de désengorger ce site-là pour montrer d'autres sites remarquables. Mais dès le moment où on va pouvoir parler et passer à l'étape du paysage ordinaire, en fait, on ne va pas pouvoir créer d'attractivité. On ne va pas pouvoir l'utiliser pour faire du tourisme, mais par contre, on va l'utiliser d'un point de vue éducatif. Parce que notre objectif à travers cette approche-là, c'est se dire, quand on va faire sortir des étudiants, que ce soit des élèves de primaire, que ce soit des collégiens, on ne va pas les amener sur les grands sites, on n'a plus les budgets. D'ailleurs, amener un grand bus pour faire. Et l'idée, c'est de venir faire justement de la géologie sur le bord des écoles, sur le bord des villages qu'on peut avoir, et justement rapprocher ces paysages ordinaires-là. Et c'est tout le travail qu'on essaie de faire avec les étudiants de master, que je n'ai pas beaucoup développé, où ils travaillent actuellement sur des livrets de valorisation du patrimoine culturel qui est présent sur les géorandonnées que nous avons au sein du territoire.
mais nous voulons continuer le travail pour avoir ces livrets-là sur toutes les communes. C'est-à-dire toutes les communes, ça veut dire pouvoir aller chercher dans les différentes communes le patrimoine qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, qui est moins spectaculaire, mais qui fait partie intrinsèquement de la mémoire de ces territoires-là. Et en fait, ça marche excessivement bien. La dernière géorandonnée, on l'a fait dans mon village à Fontès, où il y a une randonnée qui passe. Et en fait, on s'est rendu compte de l'engouement des habitants pour venir parler de leur paysage ordinaire. Le volcan de Fontès, ce n'est pas le volcan et ce n'est pas le site le plus attractif du monde. Moi, j'y cours tous les jours ou pas très loin. Mais on n'a pas énormément de visiteurs. On l'a mis en avant parce que ça permet d'avoir un point de vue paysager. Mais par contre, autour de là, il y a toute une culture qui est développée. Il y a un monsieur que j'ai découvert dans le village que je ne connaissais pas, qui avait une connaissance très pointue de petits éléments patrimoniaux qui étaient présents là, qui avait fait un herbier incroyable sur les plantes médicinales, sur les plantes comestibles qui étaient présents là, et qui nous l'a présenté, et qui est venu, et ça permet du coup de venir valoriser point par point ce patrimoine ordinaire, ce paysage ordinaire qui n'est pas spectaculaire, mais qui est très important pour les habitants. Et pour moi, en fait, c'est le cœur, quelque part, de la démarche. Il faut répondre à une attente de développement territorial, mais ça ne va pas passer trop par la valorisation de ce patrimoine ordinaire, ou ce paysage ordinaire, mais ce paysage ordinaire a une grande importance pour les locaux. Donc ça fait partie intrinsèquement du projet de travailler à sa valorisation, mais plus dans ce cas-là sur un aspect éducatif, compréhension, valorisation, mémoire des territoires. On travaille avec les archives du département, et dès le moment où on va rencontrer au sein d'une commune des gens qui ont une mémoire, qui ont une identité, qui sont capables de parler de l'identité du territoire, on va enregistrer leur mémoire, on va faire des capsules vidéo, et l'idée c'est de travailler comme ça pour essayer de valoriser au maximum et de conserver et de mettre en avant ce patrimoine ordinaire. Et in fine, pourquoi pas, alors c'est un développement qu'on a discuté avec les collègues, le travail d'aller au contact, mais ça répond aussi en partie à la question de monsieur tout à l'heure, c'est venir au contact de la population et la base. Et venir au contact de la population, construire le géoparc à partir de le bas, valoriser ce qui est présent sur ce territoire-là, et mieux le comprendre. C'est un temps long, et c'est un temps qui va prendre potentiellement des décennies pour essayer d'avoir une vision relativement complète de ce que peut être le géoparc et de ce qu'est ce patrimoine ordinaire ou ces paysages ordinaires. Et in fine, montrer que ce patrimoine ordinaire est une richesse absolue et finalement bien plus que ce qu'est le patrimoine extraordinaire, parce que c'est ce qui fait le quotidien des gens, quoi. Donc voilà. Après, quand on part d'une base à développer, on part d'une base qui est déjà préconstruite. Nous, on avait déjà un construit social qui était la valorisation des grands sites, la valorisation de ces patrimoines importants. Mais c'est une porte d'entrée pour justement avoir les moyens de continuer le projet, réussir le projet pour se dire après on a des moyens financiers pour aller au contact des habitants et pour valoriser ce paysage ordinaire qui est des plus importants sur les territoires et qui constitue la majorité du territoire. Je ne sais pas si je réponds à votre question en répondant quoi. Merci. Mais, partant de ce principe, si vous voulez, qu'on trouve partout des choses plus ou moins extraordinaires, on pourrait circonscrire toute la France à ce moment-là. Alors à ce moment-là, il n'y a plus la notion de parc. Après, c'est un État entier, quoi. Et ça veut dire qu'on continue à protéger l'ensemble de notre patrimoine, et ça serait l'objectif in fine. Donc, si l'ensemble du monde était un géoparc, quelque part, et où avait le même concept de développement, ce serait plutôt cool, quand même. Oui, je voudrais aborder la question un peu différemment. Comment, votre structure est perçue par les services de l'État qui donnent des autorisations ou pas, donc les préfectures et autres, et comment les services de l'État se positionnent par rapport à un PNR, les aspects réglementaires du PNR, et vous, avec ce que vous apportez qui est complémentaire aussi, et qui pour moi enterre un peu les PNR aussi. Hein. Voilà. Alors, les services de l'État, on essaie de travailler main dans la main avec eux, parce qu'ils sont indispensables sur les territoires.
Et chaque fois qu'on porte une action, on essaie de mettre tous les acteurs autour d'une table et de discuter justement de ce qu'on veut porter comme action, de voir les contraintes, de voir qui peut porter quoi. Et d'un point de vue géoparc, il y a des pays dans la dynamique géoparc mondial UNESCO, il y a des pays comme la Chine ou comme le Japon où c'est étatisé. C'est-à-dire que le ministère, à proprement dit, de l'environnement, porte lui-même le concept de géoparc mondial UNESCO. C'est le cas aussi en Espagne, où les liens sont excessivement forts et où leur attractivité touristique se porte en partie à travers les géoparcs mondiaux UNESCO. Au niveau des géoparcs français, en fait, c'est un travail qui est en cours de faire reconnaître déjà les géoparcs au niveau du ministère de l'Environnement. Les PNR sont reconnus, les parcs nationaux sont reconnus, les grands sites sont reconnus, mais pour l'instant, on ne l'est pas. Donc, quand on vient toquer à leur porte pour parler développement, ben, il faut aussi tout leur expliquer. Donc, ça nous rajoute une couche supplémentaire, mais ils sont plutôt, pour l'instant, bien accueillants, on va dire, sur nos territoires pour pouvoir parler de ces éléments-là. Et sachant qu'on parle de quelque chose qui leur parle aussi, c'est la protection sur un territoire. Il y a des contraintes avec les services de l'État qui sont des fois difficiles à passer, c'est des visions différentes, mais l'idée c'est de se mettre au maximum d'accord pour pouvoir avancer. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, non? Bon, écoutez, je crois qu'on peut l'applaudir. Ah, il paraît qu'il y a encore une question, alors excusez-moi. Je voudrais savoir quelle